soir, on vous présente Eric Berthès, promo 95, qui va nous présenter son travail. Je ne vais pas en dire plus. On a ensuite en salle 13 un petit apéro, donc à la suite de la conférence, vous pourrez continuer à poser des questions et discuter si vous en avez envie. Voilà. Bonne conférence. Bonsoir. Merci d'être présent. Ça marche, non? Vous mentez un peu. Bon, j'ai pour présenter, donc je m'appelle Eric Berthès, en fait je suis la première promo de Strat. En fait, je suis arrivé pour vous expliquer un peu mon cursus. En fait, je suis diplômé d'école Boulle à la base en art de l'habitat. Je voulais, en tant qu'étudiant, là-bas, je voulais être ébéniste. Donc j'ai passé le concours, école Boulle, donc j'ai passé 5 ans, école de création, dans le sens assez large, création de façon assez large. Suite à ça, au bout de 5 années d'études, j'ai décidé de continuer. On parle en ce moment, on dit un peu, mais c'était plutôt les années 92, 95, un truc comme ça. À ce moment-là, il y avait clairement beaucoup moins d'écoles de design en France. Il y en avait en gros 3-4. Il y avait le SDI qui s'est transformé en Créapol et un jeu Strat Collège. Et ensuite, il y avait les ateliers qui sont encore assez présents. Donc j'ai attaqué à l'ESDI, j'ai fait 1 an et ensuite Jean Métallope a créé Strat Collège. Donc en fait je fais partie de l'aventure des 10 premiers élèves qui se sont lancés à Strat. Donc on a fini en dernière année. À 6 À 6, ouais. Je ne sais plus en quelle année, 95. On a fini en bas ici les Moulineaux. Donc voilà. Donc diplômé en design. Donc j'avais un cursus scolaire assez complet, donc 5 écoles, 5 années à Boulle, 3 années ou 4 années en tout à force à Strat. De là, bon, à l'époque, on faisait l'armée, donc une année d'armée, à dessiner des stands pour l'armée. Et suite à ça, recherche d'emploi. Donc en gros, pour vous dire, à la base, j'ai cherché un emploi comme tout le monde, ce que je recommanderais. Bon, je me suis lancé directement en freelance et j'ai créé une agence. C'est pas forcément ce que je recommanderais, même si je l'ai fait, mais parce que c'est quand même bien de se former chez les autres. Donc je me lance direct. Donc j'ai eu une proposition d'emploi à l'époque chez Adidas pour dessiner des chaussures. Donc je suis parti 3 jours en Allemagne, je trouvais ça un peu déprimant. Je me suis dit, bon, je vais revenir à Paris. Donc là, je me suis lancé en freelance. Donc j'ai fait 2 années de freelance à travers différentes agences, pas mal chez Plan Créatif, qui était à l'époque une agence assez performante en design produit. De là, au bout de 2 ans, j'ai décidé de faire évoluer ma structure de freelance et de la faire passer avec une structure un peu plus d'agence. L'objet de la différence, je dirais, avec le freelance et l'agence, c'est que le freelance a du mal quand même à se vendre en direct auprès d'industriels. C'est plus une démarche, vous intervenez dans les agences à faire des projets, donc soit si vous avez de la chance, ils vous appellent dès le début pour vous confier le projet, soit des fois avec un peu moins de chance à l'époque, ils nous appelaient un peu à la fin quand ils étaient un peu en déroute. Donc voilà. Donc ensuite j'ai évolué une agence que j'ai appelée Planet Design, que j'ai en fait, et je suis parti j'ai créé cette agence parce qu'en fait je suis parti en partenariat avec une personne qui s'appelle Isabelle Richard, qui en fait m'a proposé de créer, de designer de l'électroménager pour des industriels asiatiques. Il y a des mouches en Asie. Donc c'était la période où Seb Moulinex commençait à fabriquer en électroménager, commençait à se faire concurrencer par des industriels asiatiques qui n'étaient plus considérés comme des fabricants, mais qui voulaient apparaître comme des marques. Donc elle cherchait des designers européens pour développer des produits pour le marché européen. Donc j'ai fait en gros 5 ans, 80% de mon temps, à designer des grille-pains, des sèche-cheveux, et des produits un peu en tout genre, qu'on pouvait retrouver soit sur des marques distributeurs, soit carrément Seb Moulinex qui faisait des produits directement, ce qu'on appelait en OEM, qui achètent des produits tout faits et qui viennent apposer leur nom dessus. Donc voilà. Suite à ça, j'ai trouvé des clients en France, donc j'ai fait beaucoup de produits électroniques, en téléphonie pour Sagem, voilà. Et j'ai souhaité, il faut vraiment lever la tête, vous êtes en hauteur. En fait, j'ai souhaité
ouvrir un peu plus mon activité. Et je pense que ça correspond aujourd'hui au marché qui évolue. Le marché du design industriel pur, comme on l'imagine, c'est-à-dire designer un produit, bon c'est vrai que c'est souvent électronique, c'est souvent un produit de masse qui est fabriqué, bon, tout ce qui est ordinateur, tout ce qui est caméra, tout ce qui est tous ces produits-là. En fait, le marché, malheureusement, alors je vous crée beaucoup d'espoir sur l'avenir parce qu'il y a plein de travail dans le design, mais sur ce marché-là, c'est un marché qui devient de plus en plus complexe en France parce qu'aujourd'hui, tous ces produits deviennent de plus en plus industrialisés, mondialisés. Et en fait, aujourd'hui, je pense que les marques d'électronique, c'est plus trop le marché de la France, quoi. Il faut reconnaître qu'aujourd'hui, citer une marque qui développe en grand public des produits électroniques en France, bon, je ne sais pas s'il y en a beaucoup. Enfin, il y en a, enfin en tout cas, pour vous dire, nous, aujourd'hui, la partie électronique de l'agence doit représenter peut-être 5 ou 8% du chiffre d'affaires de l'agence. Donc je dirais que le marché, pour vous répondre sur le marché de l'électronique et tout ça, si jamais c'est ce que vous souhaitez faire dans l'avenir, il faut prendre un billet d'avion, partir directement aux États-Unis. Je pense que les grosses marques sont en gros là-bas. Voilà. Après, il y en a en France, mais là c'est vraiment très intégré dans des marques. Parce que je ne sais même plus si Packard-Bell fait encore des ordinateurs en France pour travailler pour eux. Je pense qu'ils font un peu maintenant portable, mais je ne suis même pas sûr qu'ils soient pas en France. Donc voilà, donc moi j'ai fait évoluer ma structure vers un monde plus de création, on va dire dans le sens large du terme, ce qui est en fait le vrai savoir-faire de la France reconnu de façon internationale, qui sont le monde du luxe et le monde de la création. Donc ça a été essayer de travailler sur les marques de cosmétiques, qui sont les grandes marques qui aujourd'hui véhiculent l'image de la France et le luxe. Et les marques de spiritueux. En même temps, je travaille aussi beaucoup sur la partie mobilier et mobilier de la table. Donc ça, c'est des choses que je peux un peu plus... c'est vraiment l'activité de l'agence aujourd'hui. Donc voilà, en gros, pour mon cursus. L'agence, pour vous dire, nous, on est une petite agence parce que je souhaite qu'elle reste petite. Parce que c'est compliqué, je trouve, de gérer de la création avec des agences de 20-30 personnes. Parce que la démarche créative, je souhaite qu'elle soit importante, qu'elle soit dynamique et qu'elle soit voyante dans le produit. Donc ça prend du temps. Et aujourd'hui, c'est compliqué, je trouve, de le faire avec, si jamais j'avais 25 ou 30 personnes à l'agence. Donc aujourd'hui, j'ai choisi d'avoir une agence de moins de 10 personnes. On est en gros entre 5 et 7 personnes. Ce qui se compose avec, on est en gros 4 designers, et donc il y a un ancien de Strat d'ailleurs, Guillaume Madro, que j'ai recruté l'année dernière. Et j'ai en gros 2 chefs de projet commerciaux qui font un petit peu la relation d'interface entre les clients. On travaille sur un marché international, on est présent bien sûr beaucoup par les marques françaises, mais on va aussi chercher beaucoup de marques étrangères qui cherchent du luxe à la française, quoi. Et si vous voyagez, vous apercevrez que ce qui est quand même toujours impressionnant, c'est de voir sur toutes les plus belles avenues du monde, aujourd'hui toutes les marques françaises qui sont présentes. Et en gros, c'est vrai que c'est l'avantage de la France et du design et de la création, ça nous aide quand même à voyager. Donc je dirais, on a un métier pour ça qui est quand même assez international. Donc bien bosser votre anglais et ne pas hésiter à voyager parce que encore la France est demandée. Et surtout plus au grand international que, je dirais, n'allez pas en Italie parce que là c'est vrai qu'ils ont beaucoup de designers, mais si vous allez aux États-Unis et sur des marchés en Angleterre et tout, il y a beaucoup de boulot et la France est recherchée pour ça. Pour vous dire, nous aujourd'hui en cosmétique, on bosse pour Dior. Après, on travaille beaucoup en spiritueux, donc avec les grands groupes comme LVMH. Et aujourd'hui, moi j'encadre toutes les marques du groupe Ricard qui sont. J'ai dessiné les dernières cartes Ricard qui sont sorties l'année dernière. Je travaille pour Chivas dans le whisky, en fait, et en même temps, je design tous les produits pour la marque Absolute, pour le marché français. Alors ça va. Donc on ne touche pas à la bouteille parce que la bouteille, ça c'est vraiment fait en Suède et c'est super
Ça c'est super calé, mais j'ai dessiné des tables basses, je sais pas si on... j'ai envoyé des produits, je sais pas si c'était visible. En fait, j'ai fait des tables pour Absolute, je leur dessine des boîtes de nuit, je leur fais sur par exemple la soirée au Festival de Cannes, quand ils cherchent à représenter, être présents sur justement plein d'événements, on les aide à designer, faire de la scénographie, voilà, essayer d'apparaître en étant plus qu'une bouteille, mais un univers complet. Ensuite, on va dire par passion, je travaille pour une marque que j'ai vraiment aidée, développée, qui est la marque L'Orfèvrerie d'Anjou, qui s'appelle maintenant Watt 1710, qui est vraiment un savoir-faire en art de la table autour de l'étain. Donc il y a en fait une petite entreprise qui est vraiment une vraie démarche de design à la base, qui sont des artisans orfèvres de l'étain, une petite entreprise qui à la base avait 15 personnes, qui faisait de l'art de la table sur un marché un peu, qui faisait plus en descendant qu'en montant, et sur lequel on a eu une vraie démarche créative. Il y a eu un PDG qui a souhaité justement s'encadrer designer, et ça prouve qu'aujourd'hui le design dans une entreprise peut vraiment fonctionner, puisqu'aujourd'hui ils sont 70 personnes, et ça marche bien, ils sont présents, si vous voulez, à partir de vendredi au Salon Maison et Objets, qui est en aparté un salon, je trouve, assez important si vous voulez trouver une démarche créative autour de plein de produits. Ensuite, je travaille pour Révol, donc qui est un porcelainier qui est un peu dans le même genre que l'Orfèvrerie d'Anjou, qui on dessine beaucoup de produits, donc ça va de l'assiette, du plat. En fait, pour la marque Révol, vous peut-être la connaître, c'est le petit verre qui est compressé, qui est en porcelaine, qui fait un petit verre qui donne un aspect un peu carton, qui est compressé, qui sont notamment donnés chez McDo à un bon moment. Donc je vous disais, on fait un peu de produits électroniques. J'ai fait l'Itamtam, qui est un petit siège en forme de comme ça, sur lequel on vient plugger un iPhone. Là aujourd'hui on fait pas mal de produits électroniques pour une marque qui s'appelle Unica, qui vend en grande distribution. Voilà. Sachant que sur le marché électronique et tous ces produits, nous on se cantonne à faire la création, on fait un tout petit peu de développement et après tout ça, ça part en Asie, puisqu'aujourd'hui, comme je vous le disais, peu de choses en électronique sont fabriquées en France. Je dirais à la différence du monde de la création, tout ce qui est porcelaine, art de la table, tout ce qui est plus objet du luxe, cette fois-ci, par contre, c'est beaucoup plus fabriqué en France. Pour vous dire, moi il y a 10 ans, quand un directeur marketing m'appelait pour me demander et me donner un brief, me disait écoutez, on va faire designer un objet. On partait directement, il y avait marqué fabrication Asie. Aujourd'hui, on voit quand même un peu moins sur de la démarche de luxe, on voit quand même de plus en plus une fabrication française. Donc voilà, l'agence, pour vous dire, elle est organisée de façon assez, on va dire, traditionnelle. C'est-à-dire qu'on a tout un département, enfin j'ai toute une partie recherche créative qui est importante parce que c'est ce qu'on vend, c'est le moteur de l'agence. Ensuite, on fait vraiment du développement de projet. Je vous expliquerai d'après moi, après, si vous voulez, pour développer quelles sont les choses importantes quand vous allez vous présenter dans une agence ou dans l'industrie. On a un atelier, ce qui est assez particulier, on a un atelier de prototypage en interne. C'est-à-dire qu'on prototype vraiment les produits parce qu'on considère qu'à un moment, c'est ce que je vais m'asseoir parce que j'aurais peut-être m'enlever. En fait, on prototype en interne les produits parce que je trouve que c'est essentiel qu'un designer, à un moment, ne soit pas que derrière un écran d'ordinateur à imaginer les produits. Je trouve que c'est essentiel quand il se confronte un petit peu à la matière, même si jamais le prototypage n'est pas est plus là pour valider nos formes, mais j'insiste sur la partie prototypage en interne. Ensuite, on travaille. Alors, la particularité de notre agence également, c'est que nous, on essaye de faire aujourd'hui de plus en plus de la production. Et je pense que c'est une évolution du métier des agences, qui en fait, à la base, les agences vendaient des honoraires de création sur des objets. Et en fait, on a un gros inconvénient dans notre métier, enfin un gros inconvénient. On traîne beaucoup de casseroles dans notre métier, qui sont ce que nous demandent tous les clients.
mais tous les clients de façon unanime, c'est est-ce que ce que vous me dessinez, c'est fabricable? Et ça, c'est ce que j'insisterai le plus dans l'avenir, c'est-à-dire que faire des beaux dessins, tout le monde sait les faire, et même des gens qui ne sont pas designers. Par contre, faire un beau dessin que vous serez fabriqué, ça, je vous promets que le chemin devient plus étroit. Et de plus en plus de clients nous disent carrément, bah, écoutez, si vous savez faire, si vous me garantissez, vendez-moi le produit. Donc pour vous dire, nous on en est rendu sur certains projets à nous-mêmes servir d'industriels, c'est-à-dire que le client nous paye plus l'étude design réellement, mais il nous achète le produit terminé. Donc ça, c'est une évolution qui va devenir de plus en plus importante. Et je pense que si vous voulez, ça vient du marché anglais, où tout ce que vous connaissez aujourd'hui en jeune création en Angleterre, sur des marques de créa super connues en mobilier, en fait, qui sont comme Establishment et tout ça, aujourd'hui demandent carrément aux designers de designer le produit, de trouver l'industriel, d'imaginer l'emballage, d'imaginer tout, de packager le produit terminé, et eux ne s'occupent exclusivement de la distribution. Ça marche? Le chômage. Donc voilà, nous, une des parties importantes aussi, on dessine tout à la main, mais important qu'on délise tout en 3D. Donc je dirais que plus aucun projet n'est présenté à la main dans le dessin manuel d'un client. On modélise tout en 3D, donc on travaille sur Alias et sur Rhino, qui sont aujourd'hui pour la modélisation. Après on travaille sur 3ds Max pour les rendus. C'est super important, parce que on ne présente pas de dessin du client, parce que généralement quand on présente un dessin manuel, ça donne toujours au client des envies de dessiner lui-même. Donc ça limite le champ d'évolution du client, on lui explique bien nos différents projets et ça lui permet de choisir. Et puis c'est vrai que l'image 3D permet vraiment de tourner autour et tout. Donc aujourd'hui on n'a pas le choix, il faut vraiment travailler en 3D. Voilà, pour vous présenter en gros l'agence, comment elle fonctionne. Pour vous dire aujourd'hui, l'agence fonctionne bien dans un monde économique compliqué, mais qui a encore plein d'espoir. Je pense que les agences parisiennes encore fonctionnent pas mal du tout. Il y a surtout beaucoup d'agences qui sont c'est-à-dire qui vont du graphisme jusqu'au produit. Moi, je ne fais que du produit, je ne veux faire que du produit et je défends l'idée qu'une agence peut, à mon avis, difficilement avoir un éventail aussi large du graphisme au produit ou à part importante. Je pense qu'à un moment, un designer doit faire entre parenthèses un peu le choix de faire ou du graphisme ou du produit. Je pense que c'est peut difficilement faire les deux. Après, on peut évoluer, je trouve, dans l'expérience pour faire une direction artistique, mais c'est pas, je considère qu'une agence aujourd'hui, ça reste compliqué encore de faire les deux. Nous, on le signale direct, on dit si jamais on fait du graphisme ou du pack, c'est vraiment des gens externes qui viennent nous aider, mais on accentue le boulot de l'agence sur vraiment une vraie partie produit. Donc voilà. Sinon, alors après, peut-être que je peux, peut-être pour vous aider dans votre avenir, vous parler un tout petit peu de ce que nous on recherche en tant que, on va dire, même si moi je suis designer, mais je reste aussi directeur d'une agence et aujourd'hui je recrute et quand on recrute du monde, donner un petit peu les profils. Ce qui est important pour quand on voit quelqu'un qui arrive chez nous, attendez, je ne vais pas tourner dans ce sens-là. On va arrêter sur mon truc. En fait, aujourd'hui, en gros, si vous, en tant que sortez de l'école, en gros, vous avez deux solutions, je trouve, dans les grandes règles du design. C'est des choix des agences, donc en fait, qui est une industrie en intégré. Donc, c'est deux démarches de travail différentes. Je vous dis ça dans les grandes lignes. En gros, pour vous dire, dans une agence, on va vous demander d'être sûrement plus créatif, plus réactif, et vous allez gérer du design de façon, on va dire, généralement assez large, parce que les agences, quand même, sont moins monoproduits.
Ensuite, vous pouvez aller dans l'industrie. L'industrie, c'est par expérience, c'est un marché différent, c'est-à-dire que là, vous allez être généralement sur des produits plus complexes, parce que dans l'industrie, par exemple, si vous allez dessiner souvent sur les gros produits, les structures préfèrent intégrer les designers parce que c'est quand même c'est plus facile pour eux que le gérant externe. Ensuite, vous allez faire beaucoup de gestion de projet et vous allez être plus sur, on va dire, peut-être plus limité sur le nombre de produits. Mais vous serez souvent en industrie, par contre, un peu plus impliqué dans la fabrication. Ce que nous, on essaye de faire en agence, mais honnêtement, ce n'est pas le cas de toutes les agences. Si je pouvais vous donner un conseil sur l'avenir, c'est de faire des stages, de faire un maximum de stages. Alors je sais que moi en plus je suis un mauvais exemple parce qu'on prend très peu de stagiaires, mais c'est faire beaucoup de stages, ne pas hésiter à insister, parce que nous il y en a qui viennent, mais c'est ceux qui insistent le plus, et surtout ne pas hésiter parce que, pour vous dire, nous on recrute la moitié du temps dans les stagiaires, donc c'est quand même une chose importante. Je trouve que quand les gens sortent de l'école, beaucoup quand même manquent d'expérience, à la fois dans le monde professionnel, de savoir que les contraintes qu'il faut se lever ce matin, qu'il faut être efficace, des contraintes économiques d'un monde en agence. Donc ça, je vous dirais, n'hésitez pas à faire des stages. Un truc très important, maîtriser à fond la 3D. Nous aujourd'hui, quelqu'un qui viendrait dans une agence, qui vient chez moi, qui ne maîtrise pas la 3D, aujourd'hui concrètement il ne vous intéresse pas. Parce qu'en tant que jeune designer, moi ce que je demande c'est qu'il soit à la fois créatif mais qu'il soit aussi l'assistant. Donc à partir du moment où toute cette partie modélisation on ne va pas la maîtriser, pour nous ça c'est un vrai, ça n'a plus d'intérêt. C'est-à-dire que si jamais il ne sait pas clairement se servir de Rhino aujourd'hui, moi je le dis, moi je me suis vu, si vous voulez, dire à des gens, attendez, voir des jeunes qui sortent de 5 ans d'études qui ne savent pas servir de Rhino. Rhino, mettez-vous 3 semaines devant l'ordinateur, faites que ça, je vous promets, vous serez vraiment performant et à la fois presque Rhino à lui tout seul peut vous trouver un emploi. C'est quelqu'un qui sait aujourd'hui bien modéliser, c'est important en tant qu'assistant. Donc voilà, dessiner à la main c'est super important, mais modéliser c'est aussi très important. Ça permet quand même à un moment, je trouve que le dessin à la main est essentiel, nous on dessine tout. Mais je trouve que modéliser vous oblige à voir en 3D, vous oblige à comprendre une problématique, de tourner autour du produit. Donc je pense que la formation 3D est essentielle. Je vais insister sur un truc, je trouve qu'Internet c'est super top, mais ne passez pas que votre temps à regarder le design sur Internet. Moi j'insiste pour que tout le monde aille voir des expositions, parce que je trouve qu'un produit, ça se regarde en vrai, c'est dur quand même de le voir simplement en photo, parce que moi je travaille avec des photographes, ils savent toujours prendre l'angle qui va bien et cacher le petit défaut qui ne va pas. Donc j'insiste pour que nous on essaye vraiment, si vous voulez, à des moments de repérer les produits qui nous intéressent pour aller les voir en vrai. Donc ça, j'insiste vraiment sur aller voir un produit. Un produit, c'est l'objectif, c'est de lui créer une émotion pour que cette émotion fasse que vous achetiez le produit, que vous en ayez envie. Et donc voilà, allez le voir en vrai, tourner autour, parce que faire du design produit, c'est pas que regarder l'image. Il faut être, c'est vrai que c'est un métier, nous je dis que le métier du design c'est un métier complexe, c'est un métier qui implique beaucoup de temps, beaucoup d'heures de travail, qui implique un vrai engagement. Il faut pas, on n'est pas designer 10 minutes par jour, donc il faut pas hésiter à regarder justement comment est fabriqué un siège, comment est fabriqué tous les produits qui vous entourent. Quand vous venez nous voir avec un book, ça paraît ridicule, mais il y en a plein qui viennent sans maintenant. Donc même si ça paraît un peu bizarre, mais alors ils viennent tous maintenant avec un ordinateur portable, une fois sur deux, l'ordinateur il ne marche pas ou ils n'ont pas de connexion. Donc n'hésitez pas à venir avec un book. Ensuite, pour revenir sur un point que je vous citais tout à l'heure,
que j'insiste auprès de toutes les personnes que je recrute chez moi, c'est que je trouve qu'on a des gens qui savent nous faire des très beaux dessins, mais le plus important, c'est faire un produit qui se fabrique. Pour vous dire, moi, un brief sur 2 des produits que vous voyez là, ça commence par combien va coûter le produit à la fin. C'est-à-dire que la moitié des produits qui sont là, si vous voulez, le mec me dit, écoutez Eric, dessinez-moi un siège, dessinez-moi un couteau qui va coûter 7 €. Et c'est pas, alors ça casse pas le rêve, mais c'est quand même l'obligation de notre métier. C'est-à-dire qu'il ne faut quand même pas oublier qu'on n'est pas là pour faire des beaux dessins, on est là pour faire du chiffre d'affaires dans des entreprises. C'est-à-dire que les gens qui viennent me voir, ils me disent, écoutez, voilà, on a fait ce super ordinateur. Cet ordinateur, on en a vendu 500 000 cette année. On a en gros un potentiel marché de vouloir en vendre 550 000 l'année prochaine. Ce produit-là nous a coûté, je ne sais pas, je vous dirais peut-être 50 € à fabriquer. On voudrait que le prochain, souvent, il coûte 45. Bon, ça, on leur explique que c'est toujours un peu compliqué. Mais surtout, l'objectif, c'est en vendre 550 000. Donc là, c'est important de lui faire un beau produit qui crée cette émotion de vente, mais un produit qui ne va pas lui coûter 100 € à fabriquer. Donc, parce que sinon, ça, c'est rédhibitoire. Voilà. Et en plus, qu'il soit fabricable et dans les contraintes d'une technologie. Donc, j'insiste sur un point, c'est intéressez-vous à la technique, même si jamais des fois ça peut faire un peu barbare. Je suis surpris et j'insiste sur aller voir ce que c'est qu'un moule d'injection plastique. Je voudrais savoir si jamais il y a déjà quelqu'un, je ne sais pas combien d'années vous êtes, mais est-ce qu'il y a déjà des gens qui ont vu un moule d'injection plastique? Parce que c'est ça qui... Voilà. C'est tout bête, mais je pense que tout le monde ici peut lever la main en ayant dessiné un produit qui soit fait en plastique, mais personne n'a vu un moule d'injection plastique. Et je trouve que c'est essentiel à un moment de voir aujourd'hui la technique, parce que quand je vous promets, on fait des dessins, on m'égare, font des dessins, et qu'à la fin je lui dis, il me présente une dizaine de pistes, et que je lui dis, écoute, tes dessins ils sont beaux, mais franchement je ne vais en retenir aucun, parce qu'il n'y en a aucun qu'on est capable de fabriquer. Bon, au début ça le frustre un peu, mais c'est quand même souvent la réalité. Donc intéressez-vous à la technique, et c'est en regardant justement les produits en vrai. Donc parce que ça c'est essentiel. Moi je dis, si un produit n'est pas fabricable, il n'a pas d'intérêt. Et ça de toute façon, notre plus gros concurrent, c'est pas les agences, c'est les mauvais produits. Et les mauvais produits, c'est ce qui nous fait la plus mauvaise communication et ce qui fait que notre métier aujourd'hui, malheureusement, dans ce monde qu'on engloberait du marketing et de la communication, puisqu'on fait partie de ces métiers-là, fait qu'on a du mal encore à émerger. C'est-à-dire que le besoin en design n'est pas si évident que ça. C'est-à-dire que les gens viennent nous voir, mais ils savent encore, même en 2013, ils ne savent pas, quand vous venez voir un designer, vous ne savez pas trop ce que vous pouvez lui demander. Mais je vous promets, c'est assez hallucinant. Les designers, il y en a plein, et moi j'ai même des industriels qui me disent, attendez, nous, on ne sait pas qui aller voir, on ne sait pas comment discuter avec un designer, on ne sait pas comment l'aborder, qu'est-ce qu'on peut lui demander. Donc, parce que malheureusement, il y a beaucoup de gens qui ont fait du design sans en faire, qui ont fait des mauvais produits, qui ont créé forcément un mauvais message et qui à un moment un petit peu pollué dans le métier. Donc nous, on est de façon assez simple. Quand je vais voir un industriel, je lui dis, écoutez, moi l'objectif c'est de vous faire un produit que vous allez aimer et un produit que vous allez vendre. C'est déjà la première chose. Faire un produit, si vous ne l'aimez pas, celui vous ne saurez pas le vendre et il ne vous intéressera pas. Et si vous ne le vendez pas, de toute façon, vous ne me rappellerez pas. Donc, de toute façon, et aujourd'hui, on est dans un monde économique, et ça ne casse pas le rêve, mais c'est le monde d'aujourd'hui. On est dans un monde où le design est un élément pour faire vendre, et il est essentiel. Donc, voilà, quand c'est moche, ça se vend malheureusement, mais ça se vend quand même moins bien quand c'est moche. Donc essayez, bon, ça ne veut pas dire que beau fait tout vendre, mais ça fait partie d'un composant et il ne faut pas l'oublier. Mais si en plus il est hors de prix, donc ça ne marche pas non plus. Donc c'est pour ça que quand j'insiste, à un moment j'ai fait un petit paragraphe sur ce qui pourrait être un bon produit. Je ne sais plus où je l'ai mis, mais de tête on va le savoir à peu près.
Donc j'insiste sur la fonction. Donc quand vous dessinez un produit, pensez à la fonction, parce que la fonction elle est essentielle dans le produit. C'est ce qui fait quand même qu'à un moment, même s'il est beau et si le produit est mal foutu, c'est pas terrible. Il faut qu'il soit donc beau dans l'absolu, mais beau, c'est-à-dire créer une émotion que les gens aient envie de l'avoir. Et ensuite, qu'il soit surtout en relation entre le coût de fabrication et le coût de vente. C'est-à-dire que si vous faites un truc, bon, il n'y a que le diamant qui peut être très petit, se vendre très cher, on ne sait pas si forcément c'est justifié. Bon, enfin, en design, ça se quantifie un peu plus, mais voilà. Donc ça, c'est une des choses importantes. Je voulais après vous parler d'un petit truc sur vos interlocuteurs. Il faut savoir que en tant que designer, vous allez bosser une grande partie du temps avec des gens de marketing. Et je ne sais pas s'ils le font à Strat, mais je trouve que c'est... il y a des modules qui vont être intéressants de savoir comment travaille un directeur marketing et savoir arriver à le comprendre. Parce qu'aujourd'hui, vous allez voir, quand vous allez recevoir un brief dans une agence, on va vous parler justement de profils de clients, d'images de marque et de choses comme ça. Et ça, c'est essentiel parce que nous, en tant que designer, on n'est pas là, on n'est pas des artistes pour imprimer notre image. Il y en a quelques-uns qui le font, comme Stark, mais c'est différent. Aujourd'hui, le métier d'un designer, c'est comprendre l'image de la marque, voir le profil du client et nous intégrer dans tout ça. On n'est pas là, vous voyez aujourd'hui, quand vous allez chez Apple, tous les produits sont identiques et sûrement designés par des cinquantaines de personnes, j'imagine, en produit dans le département de design qui, à mon avis, doit être aux alentours de 50 ou 100 personnes, mais ils ont une image de marque et une image de marque produit. Donc ça, c'est important de bien comprendre et de bien discuter avec les gens de marketing, comprendre ce positionnement-là. Donc voilà. Donc en gros, nos interlocuteurs, c'est des directeurs marketing. On est souvent en relation avec les PDG parce que le design produit, comme la création, intéresse beaucoup les gens. Donc il faut savoir que dans l'avenir, souvent quand vous faites des projets, où je le vois, ça monte assez haut dans la hiérarchie parce qu'il y a toujours un côté un peu passionnant et sexy. Donc surtout, voilà, je dis, moi j'insiste sur le profil marketing, de bien arriver à le comprendre et de bien comprendre ces gens-là et ne pas hésiter à, je dirais, à vraiment être capable d'échanger avec eux parce que ça va souvent eux. Moi je vois les trois quarts des briefs, on est briefés par des directeurs marketing et c'est des gens qui sont aujourd'hui super importants et qu'on essaie nous d'approcher et de bien comprendre. Petit aparté sur la presse, si vous voulez, moi je dis faites attention à la presse parce que c'est pas forcément eux qui parlent le mieux du monde du design. Donc voilà, comme je dis, bon, c'est vrai qu'on a un rapport différent là, dans le monde du design avec la presse en France. Je trouve que la presse française montre beaucoup de projets en design qui sont beaucoup d'images de synthèse qui ne sont pas toujours le reflet de la réalité. Et voilà, bon, je suis des fois un peu critique vis-à-vis de la presse, en trouvant que aujourd'hui, malheureusement, ils nous parlent un peu trop ils ne nous parlent pas bien de notre métier. Voilà, c'est pas Stark, c'est marrant, il en parle, ça fait rire tout le monde. On sait que c'est un artiste décalé du monde du design. Voilà, mais bon, c'est quand même pas un designer type français. Il y en a un comme ça, bon là, on est content de l'avoir, il est bien, c'est quand même le plus fort, même au niveau mondial. Il arrive quand même à être sur tous les marchés. Et c'est quand même pas l'exemple type du designer, même si jamais tout le monde parle beaucoup de lui. Bon, c'est pas Stark, c'est reste Stark, et je pense pas que sa démarche design soit applicable à tout le monde, quoi. Voilà, je dirais que je suis plus, si vous regardez la presse italienne, elle est, je pense, plus juste dans le monde du design. Elle parle plus justement de designers qui ont fait des choses de façon plus réaliste que le marché français. J'ai pas plus besoin que je paie. Donc voilà. Peut-être plus faire la réunion sur le parking. Que vous dire ensuite je trouve qu'on a un métier qui permet de voyager. Donc je dirais souvent n'hésitez pas.
Moi, j'en vois beaucoup qui sont recrutés à l'étranger. Faut pas hésiter à y aller parce que c'est quand même pour nous un énorme. Enfin, moi, je sais que quand j'ai des gens qui viennent me voir et qui ont vu d'autres marchés, je trouve ça très important, qui sont allés se confronter justement parce qu'en fait, le monde du design n'est pas vu de la même façon, il n'est pas travaillé de la même façon. Aux États-Unis, il y a vraiment des très grosses agences. Si vous allez à San Francisco et tout, vous avez vraiment des grosses agences qui n'existent pas en France, qui n'ont pas ce potentiel. Donc voilà. En Italie, c'est un petit peu différent. Moi, pour être l'Italie, voilà. Mais bon, l'Allemagne, je ne connais pas trop. Mais en tout cas, je peux vous dire qu'on a un métier qui ouvre la possibilité du voyage et il faut, à mon avis, surtout pas hésiter, quoi. Voilà. Voilà, en gros, je ne sais pas, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez